Bonsoir tout le monde. Alors, ce soir, on va aborder un sujet qui va faire lever les cheveux sur la tête de certains. Qui est gestionnaire dans la pièce? Oui, super. Alors, comme gestionnaire, c'est quoi le plus gros défi qu'on va vivre? Il y en a certains qui vont nous dire, ben, c'est la communication, hein, on a beau parler puis on se comprend pas. Il y en a d'autres qui vont nous dire l'équipe, la maudite équipe. OK? Donc, j'ai lâché ma job de gestionnaire. Pourquoi? J'étais tannée de gérer du monde. On l'entend souvent, celle-là. Puis on voit des fois dans les CV des gens des trous, puis on se demande, bien, comment tu as passé d'un directeur, finalement, tu es allé faire d'autres choses. Ce qu'ils nous disent pas, c'est qu'ils étaient tannés de leur équipe. Quand on parle avec eux, ils vont nous raconter des histoires. Mais comment est-ce qu'on arrive justement à créer cette équipe-là, le Dream Team qu'on appelle, pour justement avoir la meilleure synergie possible, puis avoir la plus grande collaboration des gens qui vont venir travailler ensemble. On a parlé déjà dans d'autres conférences du temps que les gens passent au travail. Avant, les gens restaient dans leur emploi plusieurs années, voire des 20 ans. Donc, c'était facile, en fait, d'avoir des équipes qui étaient stables et matures. Aujourd'hui, on parle des équipes et souvent, ce sont des équipes immatures. Là, j'en vois qui rit. Pas immature dans le sens de l'âge, non, non, non. Immature dans le sens que les gens ne se connaissent pas, ils n'ont pas appris nécessairement à travailler ensemble, ils n'ont pas appris à collaborer de la bonne façon, puis il va se créer des silos dans les organisations. Puis le taux de roulement, il est tellement élevé que finalement, tu es toujours pris à recommencer. L'équipe est toujours immature. Fait que ça, c'est un des gros défis d'aujourd'hui. Fait que comment est-ce qu'on réussit justement à mobiliser notre équipe, à l'attacher, à la garder ensemble, puis surtout à faire qu'on a du succès avec notre équipe, puis qu'on ne devient pas justement à bout comme gestionnaire de devoir gérer cette équipe-là. Parce que l'équipe, c'est un tout. Donc, on a beau avoir des superstars à l'intérieur de notre équipe, hein, des gens de première ligne qui vont avoir beaucoup de compétences, beaucoup d'expertise, mais finalement, quand on met ces gens-là ensemble avec d'autres, des fois, ça fait des histoires d'horreur. Des fois, ça fait vraiment des mix qui ne fonctionnent pas. Moi, dans ma carrière, j'ai eu à congédier des gens experts. Je me disais, mon Dieu, cette personne-là, elle sait tout, elle connaît tout. Je lui posais une question, elle quittait le soir. Puis le lendemain matin, cette personne-là avait lu la thèse au complet. Elle était capable de me répondre à toutes mes questions parce qu'elle était tellement passionnée par le sujet, l'expertise, dans le fond, que j'avais toutes mes réponses. Mais avec ces réponses-là, j'avais aussi un line-up de monde sur le bord de ma porte qui voulait faire la file pour me dire quoi? Julie, ça ne marche pas pantoute. Il a beau être bon, mais les attitudes, ça ne fonctionne pas. On a l'impression que la communication ne passe pas. On a l'impression qu'on vient d'une autre planète. L'équipe, c'est pas si facile parce qu'on pense qu'en mettant les gens qui sont très bons ensemble, bien que ça va être le fit parfait, mais finalement, ce ne l'est pas. Et c'est un effort constant et on doit justement y mettre du temps pour s'assurer que ça fonctionne bien. Qu'est-ce qui fait qu'une équipe fonctionne bien et qu'une équipe ne fonctionne pas bien? Je vous ai amené quelques mots-clés ici à regarder qui vont nous permettre justement d'identifier qu'est-ce qui pourrait ne pas bien aller dans nos équipes. Bien, premièrement, il y a le système de valeurs. On s'entend, les valeurs, c'est la base. Donc, si vous n'avez pas fait votre travail de valeurs corporatives, bien, posez-vous des questions parce que ça veut dire que les valeurs personnelles vont toujours primer. On s'entend qu'aujourd'hui, la main-d'œuvre est toute différente. Ce n'est pas le bassin de main-d'œuvre qu'on avait il y a 30 ans, où est-ce qu'on avait tous des hommes blancs catholiques, d'une certaine tranche d'âge qui travaillent ensemble. Non, aujourd'hui, c'est tout éclaté. Il faut justement s'arrêter et se dire, bien, c'est quoi les valeurs qu'on veut vivre dans notre quotidien? Puis si on ne les connaît pas, ces valeurs-là, bien, encore une fois, on va avoir ces valeurs complètement diversifiées qui vont s'installer à l'intérieur de l'environnement de travail, puis qui va faire que les gens, bien, ils ne vont pas nécessairement s'identifier. Parce que mettez-vous dans un groupe, vous allez toujours aller vers les gens qui vous ressemblent. Hein? Ça, c'est comme l'humain, à la base, va le faire de façon naturelle. Donc, c'est la même chose pour l'équipe. Les valeurs, le système de valeurs, il doit être défini pour l'organisation. Si vous n'avez pas un système de valeurs, puis pas juste des mots là, sur un mur, non, non, quelque chose de concret dans la culture qui va se transcender, bien, il y a un travail à faire. Ensuite, on va regarder les motivations. Les motivations personnelles, elles ont un impact sur l'engagement puis l'implication qu'on va avoir dans l'organisation. Si vous ne connaissez pas les motivations de vos employés, bien, vous devez leur poser des questions. Puis là, bien, ça veut dire s'arrêter, passer du temps avec eux, puis sortir le nez des opérations, parce que ça, on est bon là, pour faire ça. On rentre, puis on fait notre travail, mais on oublie qu'on travaille avec des humains.
Donc, il faut connaître les gens avec lesquels on travaille. Il faut poser des questions, connaître leurs aspirations, connaître leurs histoires aussi. Des fois, ça va nous donner des cues, ça va nous dire, bon, cette personne-là, tellement impliquée dans la communauté, grande valeur altruiste, bien là, ça va nous indiquer justement sur quelle base on va pouvoir travailler pour créer une synergie. On va avoir les préférences comportementales aussi. Donc, quel type de personnalités vont aller ensemble, puis quel type de personnalités ne vont pas aller ensemble pour se permettre justement de s'adapter. Une source de conflit numéro 1 qu'on va vivre dans les organisations, c'est les conflits de personnalité. Donc, on a rencontré quelqu'un pour la première fois, puis on n'est pas capable de la blairer. Hein? Là, il va se créer vraiment des distances naturelles entre ces personnes-là, et ça va venir créer des froids dans l'équipe. On doit observer ça et y prêter attention. Préférences comportementales vont vraiment pouvoir nous indiquer où est-ce qu'il y a des risques que ça dérape. Ensuite, il va y avoir les rôles et responsabilités. 60% des statistiques, des cas qui quittent les organisations le font pour des raisons organisationnelles. Les rôles et responsabilités ne sont même pas définis. Qu'est-ce que tu es censé faire dans l'organisation? Qui ici a une description de poste qui est à jour? OK, je vois quelques personnes lever la main. OK, qui ici a des tâches mises à jour? Ah, beaucoup plus de mains. Effectivement, on regarde la job quotidienne à faire sous forme de tâches. Mais les tâches, ça bouge tout le temps, puis ça varie, puis on peut les transférer d'une personne à une autre. Mais les rôles et responsabilités, ça, c'est vraiment ce qui va faire qu'on est imputable dans notre équipe. Puis ça, on ne prend pas vraiment le temps de le travailler. Vous comprendrez que si vous travaillez les rôles et les responsabilités, bien, vous allez pouvoir responsabiliser les gens dans votre équipe. Puis ça, c'est pire que le COVID. C'est comme un virus, la déresponsabilisation. OK? Puis qu'est-ce que ça amène? Le désengagement, la démobilisation et, bien entendu, la baisse de performance. On doit vraiment travailler là-dessus pour que l'équipe fonctionne bien. On va avoir le style de gestion également. Style de gestion, c'est quoi? Bien, le style de gestion de notre équipe, est-ce que c'est plutôt directif? Donc, est-ce qu'on va donner du travail à faire et les gens vont arriver puis exécuter la tâche? Ou on va plus exercer un style de gestion qui est plus collaboratif, dans une structure qui est un peu plus horizontale? Bien, ça, il faut en parler à notre équipe. Puis quand on choisit des gens dans notre équipe, on doit dire c'est quoi notre style de gestion. Pourquoi? Bien, il y a des gens qui travaillent très bien dans un modèle d'exécution. Il y en a d'autres que dans un environnement collaboratif, ça ne fonctionne pas très bien. Donc, collaboratif veut dire être capable de travailler avec les autres, de s'adapter, d'écouter, de prendre un pas de recul, d'observer. Il y a des gens pour qui ça ne fonctionne pas. Donc, ça, c'est des choses qu'on doit regarder aussi à l'intérieur de notre équipe. Puis, bien entendu, il y a les préférences aussi psychologiques. Vous voyez ici la roue. Je vous ai juste donné un petit cadran à titre indicatif. On reconnaît les couleurs, mais on voit ici que selon le profil de la personne, on peut être un profil qui aime organiser, un profil qui est directif, un profil qui est collaboratif, un profil qui est expressif. Chaque personne a vraiment son style psychologique qui est propre à elle, et de le comprendre, bien, ça nous permet justement de pouvoir, encore une fois, nous adapter à l'autre. Parce que travail d'équipe veut dire, désolée de vous le dire, travailler ensemble. Et travailler ensemble, hein, on met tout ça sur notre CV. Hein? Moi, je suis bon en travail d'équipe. Mais qui ici est réellement bon en travail d'équipe? OK, je vais plutôt aller de l'autre angle. Qui considère que c'est un défi pour eux de travailler en équipe? Bon, je vais me tremper. Je vais dire moi-même. Mais oui, c'est pas facile de travailler en équipe. Pourquoi? Moi, je suis une nature très directive, je suis une nature expressive. Moi, j'aime passer à l'action. Puis dans mon équipe, il y a des gens analytiques. Il y a des gens qui ont besoin de réfléchir puis de prendre leur temps. Bien, ça, pour moi, c'est un défi. J'en suis consciente, donc ça me permet de me mettre dans la bonne posture pour être capable de mieux travailler en équipe. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais je suis consciente des actions que je dois prendre, de la posture que je dois prendre lorsque je suis appelée à travailler en équipe. Comment est-ce qu'on peut faire maintenant pour avoir les bonnes stratégies pour justement mieux travailler en équipe? Bien, premièrement, il y a la connaissance de soi et de l'autre. Donc, je vous l'ai dit, si on ne se connaît pas soi-même, comment est-ce qu'on peut travailler nous-mêmes sur nos propres comportements pour s'ajuster en équipe? On doit se connaître, on doit constamment travailler sur soi. Connaissance de l'autre, bien, c'est de s'arrêter puis d'avoir un intérêt pour l'autre, de poser des questions, d'écouter les réactions aussi, de percevoir des choses. Et ça demande un pas de recul.
Parce que si on est juste dans nos opérations puis qu'on ne lève jamais les yeux en dehors de notre écran, bien, on ne verra pas. On ne comprendra pas l'autre. Ça nous permet de nous donner vraiment des balises pour s'adapter. On va avoir aussi des formations en relations interpersonnelles. On est très bon dans les entreprises pour former à la tâche. Comment est-ce qu'on opère la machine, comment est-ce qu'on opère le système, mais il n'y a pas tant de formations qui se donnent de façon systématique sur les relations interpersonnelles. Pourtant, aujourd'hui, dans l'environnement où est-ce qu'on est, on sait que le savoir-être, c'est vraiment le futur. On est en train de développer plein de technologies, d'optimiser, de mécaniser, d'industrialiser dans nos industries, dans tous les secteurs d'activité confondus. Mais on ne prend pas le temps de dire comment est-ce que les gens vont travailler ensemble, justement, pour avoir des résultats positifs, puis faire que les gens veulent rester en emploi aussi. Parce que dites-vous que les raisons pour lesquelles les gens restent en emploi, c'est les relations interpersonnelles. Ce n'est pas la job, ce n'est pas le salaire. Okay? Ça vient peut-être en 8e, 9e place. Les 4 premières raisons pour lesquelles les gens restent au travail, c'est tout du savoir-être. C'est la relation avec le patron, c'est la relation avec les collègues de travail, c'est vraiment tout le côté relationnel qu'on va pouvoir travailler à l'intérieur de l'organisation. Il est temps qu'on mette du temps là-dessus pour que les gens puissent vraiment prendre conscience de comment se comporter avec les autres. On va avoir aussi le principe de communication transparente. Est-ce qu'on peut se dire les vraies choses? Qui ici a l'impression de devoir mettre des gants blancs à chaque fois qu'il aborde une situation avec des membres de leur équipe? Allez, soyez courageux, levez la main. Qui est-ce qui met des gants blancs ici? Bon, merci. Là, on voit les mains se lever. Effectivement, la plupart des gens vont dire, j'ai besoin de mettre des gants blancs pour parler. Parce que l'autre personne, je vais y faire de la peine. Hein? Ça fait partie des dysfonctions d'une équipe aussi. Faire de la peine à l'autre, décevoir l'autre, critiquer l'autre. Puis l'autre, j'ai peur qu'elle pogne les nerfs. Hein? Si j'ai dit qu'est-ce qu'il y en est, elle va peut-être m'engueuler. On voit toujours le pire. Hein? On projette toujours le pire dans notre scénario mental. Parce qu'on est dans un mécanisme comme ça. L'être humain, on pense toujours au pire. Ça fait partie du cerveau reptilien, notre cerveau primaire, qui est là pour vraiment nous donner un signal d'alarme par rapport à ce qu'il perçoit comme une menace. Puis oui, l'autre est une menace à l'intérieur de cette équation-là. Communication transparente, faites-en dans le fond, une base, un pilier. Faites-en de vos valeurs d'entreprise que de dire... la communication transparente, on va se dire les vraies choses. Hein? On va se pratiquer à se dire les vraies choses. Puis peut-être qu'au début, ça fait bizarre, mais à force d'être transparent tout le monde ensemble, on va résoudre les conflits bien plus vite. On va être capable d'adresser les choses bien plus vite. Puis on va pouvoir passer surtout à autre chose plus rapidement, au lieu de rester coincé à l'intérieur d'émotions négatives. Finalement, on va avoir le plan d'intégration à l'équipe. 90% des travailleurs ici au Québec sont insatisfaits de la manière dont ils ont été intégrés dans leur emploi. Fait que j'imagine que sur la gang que vous êtes ici, 90% de la salle, en fait, vous avez vécu une expérience comme ça. Sinon, vous ne faites pas partie des statistiques, donc vous êtes un groupe exclu. Alors, ce que je pense qui n'est pas le cas. Mauvaise intégration au travail. Comment est-ce qu'on intègre les gens? Moi, j'entends souvent du monde dire « Je rentre au travail, je n'avais même pas mon portable de prêt, je n'avais pas mes codes d'accès, personne n'était là pour m'accueillir, j'ai été gorochée. Hein? » On l'entend souvent, celle-là. Posez-vous des questions sur votre plan d'intégration. Si vous voulez que les gens restent, il faut s'en occuper. Il faut que dans les premiers jours qu'on les a intégrés à l'intérieur de l'emploi, il y a déjà ce sentiment d'engagement qui a commencé à être travaillé. Parce que, je vous l'ai dit, les 4 raisons pour lesquelles les gens restent en emploi, c'est relationnel. Donc, si on n'est pas capable de prendre le temps de créer ces relations dès le départ, c'est certain que la personne va venir faire quoi? Puncher des heures. Donc, venir travailler pour faire des heures. Pas nécessairement s'attacher au groupe, créer cette synergie-là, ce dream team-là dont on rêve. Le plan d'intégration, il doit avoir des objectifs qui visent ça. Ces 4 sphères-là peuvent être travaillées vraiment en continu pour refléter ce que vous désirez intégrer à l'intérieur de votre équipe. Mais tout ça, ça prend du temps. Je fais souvent l'analogie de la petite auto. Tu sais, la petite auto Hot Wheels qu'on avait quand on était petit, là, on la crinque par en arrière, puis après ça, elle accélère. Dites-vous que le travail d'équipe, c'est un peu ça. Si on n'est pas capable de prendre du recul puis de ralentir, on ne sera pas capable de prendre de la vitesse ensemble.
J'espère que vous allez jouer avec votre petit auto Hot Wheels puis que vous allez prendre le temps, vous aussi, de faire un pas de recul, de ralentir, d'observer pour être capable d'accélérer. C'est juste comme ça que vous allez être capable de créer cette super synergie d'équipe-là.